D'une part, il y a la question de la voirie, d'une voirie qui est organisée essentiellement autour du transit motorisé et donc dans laquelle les piétons se retrouvent marginalisés, se retrouvent à devoir avoir des problèmes de traversée, des problèmes de détour, etc. Des distances qui sont démultipliées dans l'agglomération par le fait qu'il peut y avoir des très grandes infrastructures, des très grands îlots qui vont constituer des véritables coupures. Et puis bien sûr, il y a la question du manque de services ou de ressources accessibles à pied dans des espaces monofonctionnels où on va avoir de très grandes étendues résidentielles par exemple, et puis pas de commerce de proximité, donc où il va falloir prendre des transports motorisés pour pouvoir se rendre dans les commerces ou pour aller faire des démarches administratives ou pour aller à l'école, etc. Depuis la Covid, la façon de vivre en ville n'est plus la même, on appréhende son logement différemment. Il y a eu un effet très important avec cet effet Covid, c'est avoir de l'espace, vivre autrement. Donc le constat que je fais, c'est que nos concitoyens ont cherché à quitter les grandes villes, quitter les centres-villes pour retrouver de la respiration, de l'espace, un peu plus de sérénité. La difficulté, c'est d'arriver à avoir une offre qui permette d'avoir une stabilisation des prix, ce qu'on n'a pas encore actuellement parce que la contrainte entre construire plus ou moins, permettre aux gens de se loger, comment faire attention à l'urbanisme, à nos modes de vie. Mais vivre ailleurs, il faut pouvoir trouver, il faut pouvoir se déplacer, donc tout est lié en fait, déplacement, vivre en ville, espace, et ça c'est un peu la quadrature du cercle, donc on doit réfléchir en fait à une nouvelle ville, à une nouvelle façon de vivre en ville. Est-ce qu'on doit augmenter la verticalité, augmenter la densification de nos villes? Ça pose problème, on veut de l'air, on veut de l'espace, on fait attention à l'écologie, donc beaucoup d'enjeux pour demain. Pour la maîtriser, il faut effectivement revoir notre politique de l'offre sur le logement, arriver à permettre à des gens de vivre et de pouvoir se loger sans que tout le salaire y passe. Si je compare avec nos voisins allemands où l'immobilier ne prend pas tout le budget, il faut arriver à trouver cette solution. Maintenant, on ne peut pas contraindre, on a une économie libérale, on ne peut pas bloquer les prix. On a vu qu'en bloquant les prix ou les loyers, ça ne fonctionne pas. Il faut permettre aux gens de pouvoir se déplacer, travailler. On nous parle beaucoup de télétravail depuis la Covid, mais tout le monde ne peut pas télétravailler. Vous avez des gens qui ont besoin d'être proches ou de venir physiquement dans leur bureau. Vous avez aussi des professions actuellement qui ne peuvent plus travailler parce que les coûts de déplacement et ce qui se passe avec l'essence, qui n'est plus ni moins à parler avec ce qui se passait déjà en 2007. Si on reprend les éléments, en 2007, on avait déjà une augmentation des coûts de l'essence qui avait bloqué le marché immobilier. Donc là, il faut trouver le moyen de construire, de permettre aux gens de se poser à un endroit, de ne pas être trop loin de leur lieu de travail et puis de se déplacer. Comment les villes vont permettre l'accessibilité à votre lieu de travail, c'est tout un enjeu pour demain. Et où qu'on soit en France, alors là nous sommes à Nice, ou nous serons à Nice, donc effectivement on a une vision d'une grosse ville, mais pas très loin de Nice. Où est la limite de la ville? À quel endroit s'arrête la ville et jusqu'où on peut habiter par rapport à un centre-ville? Eh bien, c'est tout l'enjeu de demain et de la façon de travailler. C'est une chance de pouvoir être présent à la ville Nouveaux Horizons parce que Orpi est un acteur régional, un acteur qui intervient dans le logement, dans la vie des Français depuis plus de 55 ans. On touche toutes les populations, tous les milieux, quel que soit votre niveau d'études. Vous devez vous loger, habiter, dormir quelque part ce soir. Donc pour Orpi, c'est très important de pouvoir rencontrer, s'enrichir, découvrir de nouveaux acteurs, réfléchir ensemble, donner notre vision d'acteurs de terrain, parce qu'à agent immobilier, eh bien, on met en rapport des gens qui veulent habiter, quitter, déménager, c'est notre quotidien. Donc c'était important pour nous d'être présents et de s'enrichir à vos côtés. Nous n'avons pas assisté en France depuis la crise sanitaire à un retour dans la bamboche. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase restée célèbre durant le confinement, la bamboche, c'est terminé.
C'était une phrase prononcée par le préfet du centre de Val-de-Loire au moment, vous savez, de la période des couvre-feux. Et si vous avez le sentiment de ne pas avoir assisté à des lendemains qui chantent, à une grande fête généralisée qu'on nous promettait pourtant durant le confinement, quand on pensait au monde d'après-confinement, je pense que vous avez raison. Alors pourquoi? Dans une époque très individualiste, dans une époque où on a perdu un peu le goût des autres, il y a un élément effectivement qui s'est beaucoup développé, c'est la préférence pour la fête à la maison, la préférence pour la fête que l'on contrôle. On contrôle les gens qui viennent assister à la fête, on contrôle la musique, on contrôle le... La ville Nouveaux Horizons, nouvelle séquence en cette fin de matinée ici à Nice avec une grande et belle question qui nous attend. Comment l'architecture peut-elle contribuer au bonheur? Bonjour Clément Petro. Nous sommes avec Marilyn Chevalier et Antoine Picon. Marilyn Chevalier, présidente de l'Ordre des avocats de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Antoine Picon. J'ai dit des avocats. Ah non, pas du tout des avocats. Des architectes, bien sûr, présidente de l'Ordre des architectes. Et Antoine Picon, directeur de recherche à l'École nationale des ponts et chaussées, professeur à Harvard Graduate School of Design. Merci beaucoup. À vous, Clément. Eh bien, merci pour cette introduction. On va commencer sur ce sujet, comment l'architecture peut contribuer au bonheur. Et pour commencer, je vous propose un petit exercice. On va repartir 10 ans en arrière. Vous vous souvenez peut-être de ce moment de Télérama, de cette une de Télérama qui avait titré sur la France moche. Alors la France moche, finalement, quand on pose la question de l'architecture et du bonheur, on pose la question du beau, mais on pose aussi la question du moche. Et derrière la question du moche, eh bien, il y a la question, toujours ce suspect, on va dire, de mépris social. Et finalement, il y a peut-être une manière de prendre ce sujet qui est intéressante, qui est de le prendre à l'envers. C'est, est-ce qu'on peut vivre heureux dans un univers moche? Dites-moi, Marilyn Chevalier. Eh bien, on va tâcher de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut vivre heureux? Déjà, la question d'être heureux, c'est une question assez subjective et certainement philosophique. Ensuite, la question que vous posez, elle amène à dire que l'architecture a un impact sur notre vie. Et donc, en ça, je pense qu'on peut apporter effectivement des réponses. Être heureux, c'est quoi? Être heureux, c'est être très satisfait des conditions de vie dans lesquelles nous sommes, de la qualité de l'espace dans lequel on vit, mais je dirais à travers tous les espaces. Je considère que la première facilité à concevoir l'architecture, à entendre l'architecture, c'est l'habitat, c'est le logement, c'est la maison, que je définis moi comme une troisième peau. On a notre peau corporelle, la deuxième peau, ce sera nos vêtements, et la troisième peau, c'est la maison. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a mis un focus sur cette question d'habiter et remarquer qu'effectivement, ça pouvait avoir un véritable impact sur nous. Alors, comment faire rentrer le beau dans nos intérieurs? Ça va dépendre de notre vécu, de nos expériences de vie, mais je pense qu'il y a des fondamentaux, c'est notamment la question de la lumière, de la ventilation qui a été aussi évoquée pas mal ce matin, et puis de la couleur. Donc ça, pour moi, ce sont des critères un peu universels, on va dire, qui permettent d'être heureux. Antoine Picon, sur la question finalement de cette France moche, déjà, est-ce qu'elle existe pour vous? Est-ce qu'elle est définissable? Et puis, est-ce qu'elle est réellement vecteur de malheur? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on déplore que le monde soit devenu moche. Enfin, déjà au XVIIIe siècle, vous trouvez des tas de gens qui écrivent que Paris, c'est une véritable catastrophe, etc., que les campagnes sont dévastées à certains endroits. Bon, je vais répondre déjà. Je pense qu'on peut vivre heureux dans un monde moche. Mais je pense qu'on vivrait encore plus heureux si le monde qui vous entoure est en plus a plutôt une qualité esthétique. Donc je pense que quand même, l'architecture ne crée pas le bonheur en soi, mais elle vous incite à aller dans certaines directions, elle vous inspire. Je dirais, on retient souvent de Le Corbusier la formule qu'on critique beaucoup, la maison comme machine à habiter, mais Le Corbusier se reprend très vite et dit la maison c'est une machine qui doit élever l'esprit, qui doit émouvoir. Je dirais que l'architecture c'est fait aussi pour inspirer,
Et vous avez mentionné la lumière c'est très important, etc. Je dirais, malheureusement, l'architecture a plus de facilité souvent à, produire des choses qui sont contraignantes et rendent les gens malheureux, parce que finalement, il suffit de faire, prenez le logement, il suffit de faire des logements trop petits, mal dessinés, etc. Et vous n'allez pas rendre les gens particulièrement heureux. Le bonheur, c'est plus difficile, mais je crois qu'une architecture de qualité, tout le monde y est sensible. J'ajouterais enfin que l'architecture, elle n'est pas toute seule. La France moche, c'est en général, on critique les banlieues, pêle-mêle, les autoroutes. Je crois que l'architecture, elle est solidaire d'une question plus générale, c'est comment on aménage notre espace bâti. Marilyn Chevalier, pendant les entretiens préparatoires qu'on a pu avoir, vous avez évoqué l'idée que finalement il y avait un grand retour de l'intérieur, de l'intimité. On avait tendance à retourner vers les maisons. Comment est-ce que l'architecture peut accompagner ce mouvement du retour de l'intimité ? Je pense qu'effectivement, encore une fois, hein, les épisodes sanitaires qu'on a pu connaître il y a 2 ans maintenant ont laissé de profondes marques sur cette question du logement, d'être mis à l'intérieur de nos logements en temps de paix, dans des conditions qu'on n'aurait pas imaginées, c'est-à-dire un retour à l'intérieur pour travailler avec un habitat qui devient pas seulement un lieu de vie, pas seulement un lieu où on vient manger, où on vient dormir, mais aussi un lieu où on vient travailler. Donc ça a re-questionné le principe de modularité aussi, d'adaptation du logement, le retour des enfants. C'est aussi la cellule familiale qui a été complètement modifiée au moment où les étudiants partaient à l'extérieur faire leurs études et quittaient le foyer. Là, ils sont aussi revenus dans les intérieurs qui étaient plus du tout propices à pouvoir accepter cette vie-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un réel engouement sur le travail de nos intérieurs, de nos habitats, reconsidérer aussi la question de l'extérieur et comment l'architecte va se saisir de ça, comment l'architecture va pouvoir apporter du confort, c'est en écoutant les demandes et le vécu, le programme du maître d'ouvrage, du client, et en sublimant cette demande par rapport à toute la valeur ajoutée du professionnel qui va être apportée au moment de la rénovation, par exemple, de ces appartements. Justement, j'insiste moi beaucoup sur cette question de la lumière, c'est tirer profit de l'extérieur, peut-être rouvrir une fenêtre à un endroit où on n'avait pas pris conscience qu'on pouvait avoir une vue qui nous ramène à un rapport à l'extérieur que vous évoquiez. De dire que voilà, l'architecture, on travaille aussi avec le dehors. Et cette question qui s'est posée sur le logement, c'était aussi se rendre compte qu'on avait besoin d'espace extérieur, d'avoir un dedans, un dehors. C'est toutes ces questions-là qui font de la matière aujourd'hui pour les architectes, qui sont force de proposition pour trouver comment résoudre ces problématiques. Oui, Antoine Piton, on entendait Marilyn Chevalier qui nous parlait un petit peu de la nécessité des architectes d'être à l'écoute finalement des nouvelles tendances, des nouveaux usages et des nouvelles envies. Est-ce que vous considérez que l'architecture joue pleinement son rôle d'écoute et d'accompagnement dans les projets, ou est-ce qu'elle n'est pas parfois un petit peu hors sol ? Je crois que l'architecture, elle est surtout, je dirais, la production du logement, par exemple, c'est une industrie. Et les architectes, là-dedans, ont une place, mais qui n'est pas toujours la place dont ils rêvent. Moi, je reviendrai volontiers. Je pense que l'architecture, dans le meilleur des cas, c'est une série de dialogues ou de conversations. Je dirais l'architecture, c'est pas uniquement un gars qui dessine maintenant avec des ordinateurs quelque chose. C'est normalement quelque chose qui doit se décider au terme de dialogue. L'un des pères fondateurs de la discipline, Léon Battista Alberti, à la Renaissance, explique que l'architecture, c'est une conversation. Et je crois que c'est plus important aujourd'hui que jamais. C'est vrai qu'on est dans une période de transition. Je crois que le Covid nous a fait prendre conscience que nos intérieurs n'étaient pas tout à fait adaptés. Par exemple, une chose aussi, dès qu'on a 2 enfants sur Zoom dans un appartement, on se rend vite compte que les questions phoniques sont plus importantes que ce qu'on avait imaginé pendant longtemps. Et on se rend compte qu'en fait, il faut probablement repenser le logement, je dirais, dans cette ère qu'on l'on espère post-pandémique.
Je crois que les architectes, ils font ce qu'ils peuvent à l'intérieur de contraintes. Bon, et comme dans toutes les professions, il y en a des bons, et puis il faut quand même le dire, il y en a parfois qui sont extrêmement mauvais. Mais ça, vous avez failli tout à l'heure appartenir à l'ordre des avocats. Je pense que c'est vrai aussi des avocats et bien d'autres professions. Profession libérale. Vous avez développé la notion de, pour éviter d'avoir à arbitrer, on va dire, entre le beau et le fonctionnel, vous avez développé un peu la notion de dignité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nécessité de l'architecture de répondre aux besoins de dignité? Je suis assez attaché à ça parce que je pense que bon, le beau est toujours. Je pense qu'en général le public est très sensible lorsqu'un architecte, par exemple, a essayé de dispenser la lumière généreusement. Je pense qu'il y a une espèce d'impératif aussi de générosité. C'est-à-dire, il y a des logements, on sent qu'il y a une générosité, que ce soit en termes de mètres carrés, que ce soit en termes de lumière, parfois en termes de